Et alors, on peut généraliser ceci. Chaque fois que j'essaie de me connaître moi-même, dans les rapports sociaux, dans les rapports humains, dans les relations amoureuses, etc., je suis toujours en fait dans la situation banale, phénoménologiquement très claire, que j'éprouve quand j'essaie de me voir. Vous savez que tout le monde peut voir ma figure et ma face. Il y a un seul être au monde qui n'a jamais vu cette figure, c'est moi-même. Car je me vois toujours dans un miroir, c'est-à-dire inversé. Mesurez ceci, nous sommes les seuls. Chacun d'entre nous est le seul qui n'a pas vu lui-même. Cette situation est emblématique de la connaissance de soi. Et c'est pourquoi la philosophie, quand elle parlait de la conscience de soi, a toujours admis qu'en fait, il n'y a pas de conscience de soi, parce que le je transcendantal connaît à la place de lui-même ce que Kant a appelé génialement le moi empirique. Il y a toujours le je transcendantal et le moi empirique. Chaque fois que nous essayons de nous connaître nous-mêmes, qu'est-ce que nous rencontrons? Nous rencontrons un objet. En philosophie classique, on appelle ça le moi empirique. Le moi empirique de mes cartes de crédit, le moi empirique de mon activité politique, de mon activité sociale, de mon rôle social, le moi empirique de mon état de santé. Tout ceci, c'est le moi empirique. C'est-à-dire que ce n'est jamais je. Donc, le problème n'est pas tant de savoir si nous pouvons et si nous devons nous identifier nous-mêmes et nous assurer à terme, au moins partiellement, du privilège de la conscience de soi, comme dit la philosophie classique. La question est de savoir si nous allons réussir à cela, nous allons réussir cela ou pas. Beaucoup de débats sur l'humanisme, sur la citoyenneté, sur le développement humain, etc., sont basés sur l'idée: est-ce que nous pouvons nous connaître nous-mêmes, être identiques à nous-mêmes, être en paix, être réconciliés avec nous-mêmes, avoir accès à nous-mêmes, etc., ou est-ce que nous ne pouvons pas? Alors, il y a des matérialistes qui disent vous ne pouvez pas, puis il y a des gens qui disent mais si vous avez une âme, vous allez pouvoir. La question est de savoir si nous devons l'espérer. Alors moi, ma thèse, c'est que le propre de l'homme, c'est qu'il n'a pas de définition, et qu'il n'a pas de conscience de soi. C'est justement ça son problème. C'est-à-dire qu'il est toujours irréductible à ce qu'il peut dire de lui-même, à ce qu'il peut savoir de lui-même. Et cette impossibilité pour nous de savoir qui nous sommes, en vérité, c'est notre privilège. C'est le privilège d'être inadéquat à soi-même. Les gens qui sont à Sciences Po ici doivent avoir été bastinés depuis des années sur le fait que la démocratie, la morale, toutes ces choses, reposent sur cette définition moderne de l'homme par l'autonomie. L'autonomie, c'est très bien, l'autonomie, c'est pas. Il faut donc essayer d'être autonome autant qu'on peut. C'est une sottise extrêmement répandue, enfin, ça n'empêche pas que c'est une sottise sans nom. C'est une sottise d'abord parce que non seulement l'autonomie n'est pas possible, mais celui qui a introduit la différence entre l'autonomie et l'hétéronomie, Marc Kant, a justement expliqué que l'autonomie, elle est basée sur le fait que ma volonté empirique, et un système de désir, et je suis encore l'objet, ma volonté empirique doit s'annihiler elle-même pour obéir à la loi morale universelle, parfaitement rationnelle. Tu ne considéreras jamais autrui comme un moyen, mais toujours comme une fin. Tu n'agiras jamais de telle manière que ton action ne puisse pas être universalisée sans contradiction, etc. Cette autonomie veut dire, je ne suis pas un phénomène déterminé par d'autres phénomènes, je ne suis pas un objet soumis à des nécessités causales. Je suis purement rationnel. Et ça veut dire que je suis soumis à la rationalité de la loi morale totalement universelle. C'est-à-dire, en un sens, je dois déjà être soumis à la loi morale. C'est-à-dire que je suis dans une situation d'hétéronomie fondamentale. De la même manière, l'expérience amoureuse. L'expérience amoureuse conduit à l'échec si on rêve d'y rester autonome. Et quiconque entre dans une relation amoureuse avec la conviction qu'il faut qu'il reste autonome, évidemment, si l'autre a le même raisonnement, tout va se passer très bien, c'est-à-dire très mal et très vite. Bon, mais je veux dire, c'est
La relation amoureuse est basée sur le fait que l'autonomie est justement ce qu'il faut dépasser. Qu'est-ce que c'est que renoncer à l'autonomie? C'est renoncer à l'autonomie fondamentale, c'est la coïncidence de soi-même avec soi-même. C'est d'admettre que nous sommes inatteignables à nous-mêmes. Et ceci est une détermination, c'est ma conclusion, c'est une détermination positive. C'est un privilège. Alors c'est un privilège qu'on peut expliquer en termes philosophiques, à savoir que la liberté, ça n'est justement pas l'autonomie. Si par liberté on entend ne pas être conditionné par les objets qui m'entourent, pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas dépendantes d'une nécessité physique ou d'une nécessité qui s'impose sur moi, l'autonomie présuppose que je sois autre que ce que de prime abord j'imagine que je suis, à savoir l'objet du médecin, l'objet de l'homme économique, l'objet qu'est le citoyen enregistré dans un État. C'est justement à partir du moment où je transgresse ces nécessités que je suis moi-même. Je suis moi-même quand je peux imposer au système d'identification qui me réduise à mon moi empirique, à moi comme objet. C'est quand je peux résister à cela que je suis moi-même. C'est-à-dire je suis moi-même quand je ne suis pas réductible à ce que tout le monde sait de moi à titre d'objet. Ça s'appelle le fait, la finité du désir qui n'a pas d'objet. Et ça veut dire que, par exemple, cette autre détermination, l'homme est un animal du possible. Et pas un animal de l'effectivité présente. Le propre de l'homme, c'est qu'il ne sait pas ce qui lui est possible et ce qui lui est impossible.